Mesdames et messieurs, nous revoilà de retour au studio et nous allons parler, bien entendu, des principaux événements sur la scène politique en Égypte et de la situation économique actuelle en Égypte et du sommet économique prévu en mars à Sharm el-Sheikh. Pour parler de cela, nous avons le plaisir de nous entretenir avec Madame Dora Fayahi, présidente de la Knowledge Economic Foundation. Alors, tout d'abord, nous voyons des événements assez tragiques commis par Daesh tous les jours, dont très récemment l'assassinat du pilote jordanien, voilà, qui a été brûlé vif. L'Égypte, bien entendu, condamne cet assassinat comme tout le monde arabe, mais à votre avis, comment le monde arabe et la communauté internationale pourraient aujourd'hui faire face au terrorisme et surtout à Daesh? À vrai dire, le côté positif de ces malheurs qui arrivent au monde entier, c'est qu'il y a doucement, pas suffisamment vite à mon avis, une prise de conscience sur le même bateau. Et que chacun a des niveaux différents, bien sûr, chaque pays a des niveaux différents, mais le monde entier se réveille à une réalité qui est, on peut bien évidemment dire, analyser les causes du terrorisme, le fait que vraisemblablement pas eu d'éducation suffisante, pas eu un environnement familial suffisant, pas de perspective professionnelle suffisante, mais est-ce que c'est suffisant pour expliquer ce phénomène? À mon avis pas. Il y a certainement une dimension plus grande que personne ne traite jusqu'à présent et aucun des politiques dans le monde entier, sauf notre président, et qui est un projet de société, un idéal auquel ces jeunes aspirent et qu'ils ne trouvent pas. On ne peut pas dire qu'ils trouvent dans Daesh l'idéal qu'ils recherchent, mais c'est une espèce de rejet. Je veux dire que Daesh offre un rejet de la société telle qu'elle est actuellement, la société occidentale en particulier, et malheureusement dans notre partie du monde, tout ce qui s'est passé dans les pays alentours ont développé cela, et donc on se retrouve face à un problème extrêmement complexe. Incontestablement, il faut qu'il y ait une union de tous les efforts, mais il faut aussi comprendre que ce n'est certainement pas sur le plan militaire que l'on va arriver au bout de cela. Bien sûr, il ne s'agit pas de ne rien faire sur le plan militaire, mais il y a un véritable travail de fond, pas seulement visé à en particulier, mais véritablement de travailler à une prise de conscience du monde entier. Parce que finalement, ces jeunes qui vont faire la guerre, c'est une solution facile. On leur donne de l'argent, on leur permet de jouer avec des armes, et malheureusement, on est en train de voir ce qui se passe, plus bien évidemment, apparemment, de ce que l'on dit, les tentatives sexuelles, entre guillemets, qui sont offertes. Mais ces jeunes, ils viennent d'une société, et de ce fait, c'est en fait un problème auquel la société dans son ensemble a besoin de faire face. Et si je peux me permettre, je trouve que les médias sont vraiment à des années-lumière derrière de ce qu'ils devraient faire, ils devraient être, parce que la presse étrangère, les télévisions étrangères se contentent de relater chaque jour tel problème, tel malheur, mais comme s'ils relatent un fait divers, à Dieu me plaise, d'encore un avion qui s'écrase. Ça n'est pas du tout ça. Ce à quoi nous avons affaire et que nous devons traiter, une dimension tout à fait différente, qui interpelle la société entière, parce que, pour parler clair, s'il y a Daesh, s'il y a Boko Haram, c'est la faillite
de la société. Sur le plan intellectuel, sur le plan des valeurs spirituelles et bien évidemment sur le plan économique. Bon, si l'on parle justement des valeurs spirituelles et morales et surtout religieuses, donc qui prétendent agir dans le monde de la religion, brûler quelqu'un vif, ça n'a rien à voir avec l'islam, évidemment. Donc comment peuvent-ils être aussi flagrants en paradoxe? Mais c'est parce que de toute évidence, la religion est utilisée comme la chamana, comme le prétexte qui permet de donner un aspect noble il est bien possible que certains d'entre eux, que même peut-être la moitié d'entre eux, y croient, mais s'il n'y a pas face à cela une réponse claire et nette des institutions religieuses qui expliquent ce qu'est l'islam, et il est certain que malheureusement ils font à notre partie du monde et aux musulmans de par le monde une très 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 mauvaise publicité, et j'espère, je suis loin d'être la seule à cela, que l'Azhar en particulier va comprendre, si je peux me permettre un avis, d'une part qu'ils doivent être beaucoup plus radicaux dans leurs déclarations, beaucoup plus agressifs et forts qu'ils l'ont été jusqu'à présent, et comprendre qu'ils ne veulent pas. l'Azhar a maintenant à sortir de son rôle de centre de recherche et de réflexion religieuse qu'il a été jusqu'à présent, pour assumer un rôle qui est totalement différent, qui est un rôle de prêche, si je peux utiliser ce mot, sur le plan international, et parce qu'il ne suffit plus de dire « Ah, mais ça, ce n'est pas l'islam ». Il faut dire ce qu'est l'islam, dans un langage de 2000 et de s'adresser à toutes les catégories de la population dans le monde entier. Je dois avouer que je fais partie des personnes qui ne comprennent pas pourquoi jusqu'à présent ceci n'a pas été fait, et je dois dire que j'étais très impressionnée par le discours de notre président quand il s'est rendu à l'Azhar la veille du Mouled Nabi, littéralement en même temps face à la responsabilité d'une façon extrêmement forte. On ne peut plus cela. Vraiment mis le dos au mur, comme on dit. Bon, on espère qu'ils vont effectivement jouer ce rôle, parce que la communauté musulmane a besoin de connaître quelles sont les vraies valeurs de l'islam. Mais puisque vous avez mentionné les déclarations du président, il a fait une déclaration aussi déclarant qu'il mènera une guerre féroce contre le terrorisme, surtout en Égypte. À votre avis, comment cela va se passer? Il vient d'annoncer, je pense que c'était hier plutôt, et nous l'attendions tous depuis très longtemps, la mise en place d'un fonds de 10 milliards de livres égyptiennes pour le Sinaï. Et à mon sens, c'est ce que l'on disait tout à l'heure, je veux dire que le fait de laisser des zones économiques à l'abandon, des jeunes à l'abandon, sans espoir, sans idéal auquel se raccrocher pour se donner leur self-respect, franchement, on tend à Daesh le Sinaï sur un plateau d'argent pour en faire ce qu'ils veulent. À mes yeux, et je suis très contente que, à mes yeux, le Sinaï mérite une mobilisation au même titre que le canal de Suez. J'aurais souhaité, et je pense que le président est en train d'aller dans ce sens, qu'on considère Sinaï comme étant un plan de mobilisation générale
sur le plan de financement, sur le plan de programmes à toute vitesse de construction, de cession de types de propriété, il y a certainement de sombres histoires dont nous avons tous entendu parler, de ces tribunaux qui, depuis la nuit des temps, et je crois que ça ne remonte pas à l'Égypte des dernières 100 années, c'est certainement depuis l'époque de Moïse. Non, donc certainement, mais certainement, enfin à l'époque, il n'y avait évidemment pas de Kalachnikov, mais il y avait, je veux dire que les tribus bédouines, c'est un fait connu, ont toujours vécu de trafic, licite ou illicite, et accessoire d'élevage. Mais c'est une tradition. Donc vouloir mettre en place des programmes sans prendre en compte, les sociologues vous diront que c'est l'ABC, sans prendre en compte les structures sociales et culturelles de la zone où ce programme doit se mettre en place, ça n'est pas très sérieux. Et je crois que on est enfin en train de prendre le problème dans le bon sens. On espère bien.